Bonjour, chers amis. Avant-hier, notre frère Fabdang vous a parlé de la pleine conscience et des bienfaits de la pleine conscience. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler des exercices concrets de la pleine conscience. Vous avez eu certainement des méditations guidées dans chaque hameau avec des exercices similaires. Ce sont les exercices que le Bouddha nous a enseignés dans le sutra de l'attention, de la respiration, ou le sutra de la pleine conscience de la respiration. Et Thay nous enseignait souvent de ces exercices. Et Thay nous disait souvent que le jour quand Thay a trouvé ce sutra, parmi des milliers de sutras enseignés par le Bouddha, et le jour quand Thay a trouvé ce sutra, il était tellement content et heureux qu'il était en larmes, tellement content. Et il a passé des années à mettre en pratique et à nous rappeler de revenir à cette pratique de base. Le premier exercice est très simple. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Il est tellement simple que les enfants peuvent le faire. Quand vous êtes très malade, vous êtes très fatigué, vous pouvez le faire. Il est très simple. Et il nous aide tout de suite de revenir à la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience, pour certaines personnes, vous ne savez, ce mot n'est pas très clair. Et Thay nous donnait souvent une définition très simple. La pleine conscience signifie que vous savez ce qui se passe dans votre corps, autour de vous, dans le moment présent, ici et maintenant. Et quand vous inspirez, quand vous expirez, et vous savez que vous inspirez, vous savez que vous expirez, vous êtes en pleine conscience de la respiration, de votre respiration. Nous pouvons être en pleine conscience de nos sensations, de nos formations mentales, de notre conscience. Et être en pleine conscience de notre corps, de notre respiration, est le premier pas parce que c'est plus simple, plus facile. Notre corps, nous pouvons le voir tout de suite, nous pouvons le toucher, nous pouvons sentir. Quand nous faisons une inspiration, il y a un changement dans le corps. Vous pouvez sentir un changement dans votre cage thoracique, dans votre ventre, dans votre nez tout d'abord. La respiration est toujours là avec nous. Quand nous voulons retourner à la respiration, elle est toujours là. Dès la naissance et n'importe où
où que vous soyez, elle est là avec vous. Donc, c'est très facile. Les formations mentales viennent et vont, les formations passent, les formations mentales passent, les sensations, c'est pareil. Ça vient, ça s'en va. La respiration est toujours là. Et aussi, en changement constant, c'est pour ça quand vous observez votre respiration, vous ne vous ennuyez pas. C'est très intéressant. Vous voyez toujours des changements. Avant, je croyais, parce que j'ai appris ces exercices au village des Pruniers, et j'ai associé les exercices de respiration à une pratique spirituelle, ou bien au yoga, j'ai appris aussi le yoga. Mais plus je vais dans les hôpitaux, quand il y a quelqu'un qui est malade, et surtout quand a été hospitalisé, j'ai vu que les médecins, les infirmiers, ils utilisent aussi la respiration. Ils rappellent à leurs patients d'utiliser la respiration très très souvent pour se calmer, quand on met des tubes ou quelque chose comme ça dans le nez, dans la gorge, ils disent toujours respirer, respirer. Alors ce n'est pas seulement dans le domaine spirituel, mais aussi dans le sport, dans la médecine. C'est tellement important. Et c'est tellement simple. Et pourtant, sans entraînement, on oublie tout le temps. Quand on réécoute les enseignements de Thay, je suis complètement émerveillée par sa patience. Parce que Thay n'arrêtait pas de répéter, de nous rappeler tout le temps. Et on oublie. Et Thay nous rappelle. Quand nous rappelons les enfants à faire quelque chose, quand nous rappelons 3 fois, ils oublient. On commence à s'énerver, mais c'est pas possible, ils oublient tout le temps. Et nous oublions toujours notre respiration. Et Thay ne s'énerve jamais. Il nous rappelle tout le temps. Et notre habitude est de penser, de laisser notre pensée aller dans toutes les directions, et notre corps est là, mais notre esprit est souvent ailleurs. Et surtout maintenant avec les téléphones cellulaires, iPhone, smartphone, les ordinateurs, avec l'Internet, même quand on n'a rien à faire physiquement, on regarde l'écran, on touche l'écran, on n'est jamais avec soi-même. On est rarement avec soi-même. On oublie sa respiration, on oublie aussi son corps. Son esprit est toujours ailleurs, mais dès qu'on retourne à sa respiration, tout de suite, en un clin d'œil, on arrive à ramener son esprit à son corps et on est entier, on est soi-même, entièrement soi-même, corps et esprit ensemble. L'exercice est tellement simple,
tellement simple, mais son effet est immédiat. Son effet est immédiat en un clin d'œil. Il nous aide à être entiers, à être nous-mêmes, corps et esprit ensemble. Il nous aide à être pleinement présents pour nous-mêmes, pour prendre soin de nous-mêmes, pour prendre soin de nos proches, pour aimer, pour vivre pleinement notre vie. C'est triste de voir des familles sortir à un restaurant ou à un parc et au lieu d'être ensemble juste pour être ensemble et se réjouir de la présence de l'un de l'autre, comme autrefois, aujourd'hui souvent on voit le papa ou la maman avec son écran, il touche son écran et l'enfant joue à côté. Mais dès qu'on laisse son téléphone ou son outil comment on dit électronique, devices, les appareils électroniques, dès qu'on le laisse à côté, on revient à sa respiration et puis on peut se réjouir, on peut chérir la présence de nos enfants, de nos amis juste en face de nous. Cet exercice est simple, mais il est capable de résister à cette tendance courante, cette tendance de se perdre, de laisser son esprit se perdre dans tous les appareils électroniques, dans les pensées. Il est très puissant cet exercice. Dès qu'on se souvient, on peut revenir à son état, je dis souvent, être meilleur de soi-même. Quand on vit, on veut vivre pleinement sa vie. Quand on aime, on veut être le meilleur de soi-même pour aimer, pour aider. Et cet exercice nous aide à faire ça. Au début, on peut s'entraîner. Cet exercice très simple. Quand j'inspire, je sais que j'inspire. Quand j'expire, je sais que j'expire. Et quand on continue à être conscient de son inspiration et de son expiration, on remarque que cet état de conscience devient plus profond et on peut sentir encore d'autres choses. Quand son attention reste avec toute l'inspiration et toute l'expiration pendant tout le trajet, on peut sentir la nature de sa respiration. Si la respiration est longue ou courte, on le sait. Et là, le deuxième exercice, c'est j'inspire brièvement. Je sais que j'inspire brièvement. Ou bien j'inspire longuement, je sais que j'inspire longuement. Quand j'ai une respiration saccadée, je sais que ma respiration est saccadée. Et ici,
J'inspire brièvement ou longuement. Je sais que j'inspire brièvement ou longuement. Je ne cherche pas à faire j'inspire longuement, tout court. Si j'inspire brièvement, je sais que j'inspire brièvement et ça va. Je ne cherche pas à forcer ma respiration pour qu'elle devienne longue. Ici, c'est la pratique de la reconnaissance simple. On reconnaît sa respiration telle qu'elle est. On n'intervient pas. Quand on s'entraîne la reconnaissance simple avec sa respiration, on est habitué à la reconnaissance simple pour d'autres choses, pour nos sensations, pour nos pensées, formation mentale, pour notre corps. Quand on est en pleine conscience, on sait exactement ce qui se passe. Son esprit est clair, lucide. On est au courant de ce qui se passe. On est conscient, mais on ne juge pas. Je ne dis pas que ma respiration est trop courte, ça ne va pas. J'essaie de respirer longuement. Non. Je reconnais simplement comment ma respiration est et je souris. Si elle est courte, ça va. Mais je suis contente parce que je suis en train d'écouter moi-même. Je suis en train d'écouter mon inspiration. Je suis en train d'écouter mon corps. Le moment quand on juge et on cherche à changer, on crée déjà un conflit ou bien une tension dans son corps et dans son esprit. Il y a beaucoup de personnes qui font la méditation assise, mais au bout d'un quart d'heure ou une demi-heure, elles ont des douleurs aux épaules, au dos. C'est parce qu'elles font trop d'efforts et elles créent un conflit. Ce qu'elles veulent atteindre, un conflit entre ce qu'elles veulent atteindre et leur propre corps. Et donc, tout de suite, il y a une tension et elles ne s'aperçoivent pas qu'il y a une tension dans les épaules, dans les muscles au dos. C'est pour ça, après une séance de méditation assise, elles ont des douleurs partout. Notre pratique est une pratique... on essaie d'être douce et gentil à soi-même. Quand on reconnaît simplement ce qui se passe, sans juger, sans dire que ceci est bien, ceci est mal, on reconnaît, on sourit. Dans cet état, on arrive à accepter. On accepte sa respiration, on accepte son corps, on accepte ses sensations, on accepte soi-même. On va écouter un son de la cloche et ensemble, nous allons respirer tranquillement en étant conscients de nos inspirations et de nos expirations en souriant. On reconnaît, on accepte
Et quand on accepte, il y a l'amour, il y a la compassion. J'observe les visages pour voir si vous êtes bien détendu, si vous souriez légèrement ou bien vous êtes trop sérieux. Alors le troisième exercice, j'inspire, je suis conscient. Je suis conscient de mon corps. C'est pour les messieurs aussi, pour les hommes aussi. Quand vous continuez avec le deuxième exercice, vous maintenez la pleine conscience de la respiration. Vous maintenez cet état de concentration et naturellement, vous êtes conscient de votre corps. Parce que quand vous inspirez, il y a le corps entier qui inspire, qui est en action. Vous êtes conscient de votre nez, de l'air qui entre par les narines. Vous êtes conscient de votre cage thoracique. Vous êtes conscient de votre ventre. Vous pouvez sentir comment ça bouge, comment ça change. Et souvent, Thay nous a parlé de la respiration du ventre. J'inspire, je suis conscient de mon ventre qui se soulève naturellement. Et j'expire naturellement, je suis conscient de mon ventre qui s'abaisse naturellement et doucement. Quand vous amenez votre attention à votre ventre, vous retournez au centre de votre corps et vous sentez bien ancré. Quand Thay est tombée malade, j'ai appris plein de choses, des thérapeutes, des médecins. J'ai appris que ce qui est le plus important, c'est le centre de notre personne, c'est le ventre, le nombril, ou bien en dessous, le point en dessous du nombril. Et par exemple, pour les personnes qui veulent s'entraîner, qui est hémiplégique et qui veulent s'entraîner pour avoir la mobilité du côté droit, l'important, ce n'est pas de faire bouger le bras droit ou la jambe droite, mais l'importance, c'est de travailler d'abord
tous les muscles du centre du corps, c'est-à-dire les muscles du tronc. Je me souviens le jour quand Tai était encore dans le centre de réhabilitation à Bordeaux, et quand le médecin a vu que Tai pouvait s'asseoir droit comme ça, il était tout content. Il disait que si Tai peut s'asseoir droit comme ça avec son dos, il pourra faire de grands progrès, parce que ce qui est le plus important, c'est le tronc, les muscles du tronc. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer par ça, par le centre, le tronc. Et quand on fait la respiration consciente quand on fait la respiration du ventre, c'est-à-dire je respire consciemment en portant mon attention au ventre, je reste ancrée dans cette partie, et physiquement comme mentalement, je suis bien ancrée. Vous avez beaucoup entendu parler des exercices quand vous êtes en grande émotion, quand vous avez la colère, quand vous avez le désespoir, vous avez de grandes émotions. Tout de suite, la première chose à faire, c'est de respirer et revenir à votre ventre. Vous pouvez mettre votre main sur le ventre et vous respirez pour sentir votre ventre monter et descendre. Parce que mentalement, comme physiquement, vous revenez au point le plus important, le point fondamental de votre être. Et quand vous restez bien ancré à ce point, vous êtes plus solide. Et vous continuez à respirer comme ça, vous relâchez les pensées, le mental relâche ce niveau. Par contre, ça descend à ce point. En quelques minutes, vous sentez tout de suite le changement. Et Tai nous donnait souvent l'image d'un arbre dans une tempête. Tout le feuillage, toutes les branches, ça secoue au grand vent, mais quand vous regardez les racines, le bas du tronc, ça reste bien solide. Et nos racines, notre tronc, c'est ici. Quand il y a une tempête émotionnelle, alors il faut revenir tout de suite à nos racines. Pour traverser la tempête. Et quand vous n'avez pas de tempête, quand vous êtes bien, alors vous pouvez être conscient de plein d'autres parties de votre corps. Est-ce que dans tous les hameaux, vous avez eu la relaxation totale? Oui. Alors, dans une relaxation totale, dans une séance de relaxation totale, vous portez votre attention à chaque partie de votre corps. Vous êtes en pleine conscience. Vous êtes conscient de votre corps. J'inspire. Je reviens à mon corps que j'ai souvent oublié pendant le travail, devant l'ordinateur. Souvent, j'ai complètement oublié ou négligé mon corps. Et là, je reviens à mon corps pour vraiment écouter chaque partie de mon corps, pour canaliser mon énergie d'amour, de soin à chaque partie du corps, pour prendre bien soin de moi-même.
pour prendre soin de mon corps. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas seulement une pratique spirituelle, parce que j'ai appris aussi, en lisant des livres de thérapie, tout ça, les nouvelles découvertes dans la neuroscience, tout ça, j'ai appris aussi que pour que le cerveau, pour l'apprentissage du cerveau ou pour l'apprentissage du corps, parce que les deux sont liés, il faut toujours partir de l'état de relaxation. Quand on est détendu, on est le meilleur de soi-même. On est en mesure, on est prêt à faire ce qu'on souhaite faire. Parce que si vous avez une tension, imaginez votre bras est complètement crispé, votre jambe complètement tendue, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec votre bras et votre jambe. Première chose à faire, c'est il faut les détendre. C'est pour ça qu'il faut toujours partir de l'état de relaxation quand vous voulez faire quelque chose. Relaxation du corps et aussi de l'esprit. Si votre esprit est plein de soucis, plein de peur, plein de colère, alors vous n'êtes pas le meilleur de vous-même et vous ne pouvez pas faire ce que vous souhaitez faire. Parce que vous êtes complètement conditionné par toutes ces émotions. Et ici, j'inspire, je suis conscient de mon corps. Cet exercice, on peut le faire à tout moment dans la journée, non seulement pendant la méditation assise. Quand vous marchez de cette salle à la salle à manger, quand vous vous déplacez, vous pouvez être conscient de chaque mouvement de votre corps, de chaque pas que vous faites. Dans le Sutra des 4 établissements de la pleine conscience, le Bouddha nous a expliqué très clairement, quand vous vous courbez, vous savez que vous vous courbez. Quand vous portez votre robe, vous savez que vous êtes en train de porter votre robe. Et c'est facile parce qu'on peut sentir, on peut voir. C'est beaucoup plus facile que d'être conscient de ces formations mentales, c'est-à-dire de ces pensées, de ces idées. Vous pouvez vous entraîner à faire ça à tout moment dans la journée. Et avec la respiration. Dans la relaxation totale, non seulement vous sentez chaque partie de votre corps, mais souvent vous visualisez aussi, n'est-ce pas? Je me souviens, Sœur Tung Krom, qui est une experte de relaxation totale, elle nous guidait souvent. Voyez vos yeux comme 2 joyaux qui vous permettent de voir tout un paradis de couleurs et d'images. En détendant vos yeux, vous visualisez, vous voyez vos yeux comme 2 joyaux. Et j'ai appris aussi que dans notre cerveau,
Il y a une partie, il y a le lobe, il faut que je relise, il faut que je vérifie avec mes notes. Il y a le lobe pariétal postérieur qui traite la douleur et la perception visuelle. Cette partie du cerveau traite les deux en même temps, la douleur et la vision. Et c'est pour ça, il y a les médecins. Il y a un médecin qui a fait des découvertes extraordinaires, c'est le docteur Michael Moskowitz. Il était psychiatre, mais il est devenu spécialiste de la douleur parce qu'il s'est blessé avec sa jambe et il voulait prendre soin de lui-même. Et donc, il a observé, il a cherché à traiter sa douleur. Et donc, il a découvert, avec aussi le scanner, les instruments, il a découvert que si on s'entraîne avec la visualisation, alors cette partie du cerveau est occupée par le travail de visualisation et donc cette partie du cerveau ne traite plus la douleur. Et c'est comme ça il a pu éviter une chirurgie, une opération de sa jambe et sa douleur chronique a disparu. Mais il faut beaucoup d'entraînement tous les jours et plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est un travail, un entraînement régulier avec beaucoup de détermination. Si vous voulez vous renseigner, si vous voulez, vous pouvez étudier plus. Maintenant, il y a plein de livres sur ce sujet. Le livre que j'ai lu est en anglais. J'aurais dû amener ce livre ici pour vous montrer. Mais quand j'ai lu ça, j'étais émerveillée par la pratique de la visualisation, de la relaxation totale. Non, souvent, on pense que oui, la méditation, la relaxation totale, ça peut nous apporter du bien-être, bien sûr, quand on n'est pas malade. Mais quand on est vraiment malade, avec beaucoup de douleur, c'est autre chose. Mais en lisant ces documents, j'ai vu que la pratique de la respiration consciente, la pratique de la relaxation totale peuvent aller très loin dans l'entraînement, dans la thérapeutie. C'est très thérapeutique. Et je suis complètement émerveillée par tous ces exercices très simples que le Bouddha nous a enseignés il y a 2600 ans. Et c'est très méthodique, très pédagogique. On passe de chaque étape. J'inspire, je suis conscient de mon corps. Ça a l'air très simple, n'est-ce pas? Et quand je sens qu'il y a une tension quelque part, alors naturellement, avec la respiration, avec cette énergie de pleine conscience, naturellement, je détends, je relâche cette tension. Et naturellement, je passe aux exercices suivants, de manière très naturelle. J'inspire, je détends mon corps. J'expire, je détends cette partie du corps. Souvent, devant l'ordinateur, si on ne fait pas attention,
on est très tendu dans les épaules sans le savoir. Et beaucoup de nos amis programment une cloche de pleine conscience tous les quarts d'heure, et quand ça sonne, tous les quarts d'heure ça sonne, et puis on arrête tout. On respire, et puis là on remarque qu'il y a une tension là. On relâche cette tension, juste quelques secondes, et puis on continue son travail. Et parfois, on n'est pas habitué, on est dans le fil des pensées, et puis même s'il y a la cloche, on continue à taper, à réfléchir, et puis on arrêtera plus tard, et puis ça s'enfile. Et donc, il y a un autre programme. Tous les quarts d'heure, votre ordinateur s'arrête. Même si vous tapez, ça ne fonctionne plus. Il y a la cloche, et aussi l'ordinateur arrête complètement. Et j'étais très contente, très impressionnée. Comment il sait l'ordinateur que je ne voulais pas arrêter? Alors, nous allons écouter un son de la cloche, et puis nous allons sentir notre corps, nous allons voir s'il y a une tension quelque part dans notre corps pour relâcher cette tension. Je me souviens quand j'allais au lycée, on jouait dans un sketch, et le comédien qui nous entraînait à faire ce sketch, elle nous a dit que, parce qu'avant de faire la présentation, on était très nerveux, et puis je me souviens, cette comédienne, elle nous disait souvent, alors, faites 3 respirations très profondes. Et vous verrez, ça marche. Et j'ai fait ça, et ça marche très bien. Et ce matin, avant d'entrer ici, j'ai fait aussi 3 respirations profondes. Ça a bien marché. C'est pour les cas urgents. Mais quand vous faites ces exercices, tout à l'heure, on a dit qu'on ne force pas sa respiration. On est conscient, mais on ne force pas, on n'intervient pas sa respiration. Mais si on fait cet exercice de respiration 10 fois, 15 fois, 20 fois, et puis vous remarquez que naturellement, vos inspirations deviennent plus profondes, vos expirations deviennent plus lentes. C'est le fruit de la pratique. Vous ne forcez pas, vous n'intervenez pas, mais ça devient naturellement comme ça. C'est comme quand vous marchez et si vous ne faites pas attention à vos pas, vous pouvez trébucher, vous pouvez vous faire mal, vous pouvez tomber. Mais quand vous faites attention à chaque pas que vous faites, naturellement, vos pas s'améliorent. Je veux dire ici, c'est parce que vous marchez avec vos intentions, avec votre conscience, et naturellement, la qualité de vos pas augmente. Et c'est pareil dans tout ce que vous faites. Et donc, c'est pareil pour la respiration. Quand il y a la conscience, quand la prise de conscience est là,
quand on est attentif, la qualité augmente naturellement. Et dans les cas urgents, on peut faire quelques respirations très profondes et on voit tout de suite l'effet. Et quand on respire consciemment, souvent dans la journée, sa respiration devient plus profonde, plus lente, naturellement. Et dans la médecine orientale, les médecins disent qu'en voyant la profondeur, la durée de votre respiration, ils peuvent deviner votre longévité. Et quand vous respirez consciemment et vous êtes conscient de votre corps, naturellement, votre corps se détend aussi. Parce que l'attention, la pleine conscience sont là. Et donc, les parties tendues, naturellement, vous reconnaissez la tension. Et puis, cette pratique, la respiration consciente, naturellement, calme cette tension et relâche cette tension. Et c'est ça notre propre capacité de guérison dans notre corps. Notre corps, notre cerveau ont cette capacité d'auto-guérison. Il suffit d'être le meilleur de soi-même. Il suffit de créer les meilleures conditions pour notre corps, pour notre cerveau. Et puis, la situation s'améliore. Vous pouvez améliorer votre santé de manière naturelle. Mais quand on est stressé, quand on est tendu, on ne permet pas au corps, au cerveau de faire ce travail. C'est le stress et vous savez très bien que de nos jours, beaucoup de maladies viennent du stress. Et ces exercices réduisent le stress, réduisent la tension. Et de manière très naturelle, sans faire beaucoup d'efforts, on passe à l'exercice suivant. J'inspire, je me sens joyeux, j'expire, je me sens joyeux. Pardon, je me sens. Et puis, 6e, j'inspire. Je me sens heureux. J'expire. Je me sens heureux. Si vous faites vraiment ces inspirations et ces expirations dans cet esprit, naturellement, vous vous sentez joyeux, vous vous sentez heureux. Parce que votre corps est détendu, vous ne pensez pas à d'autres choses, votre esprit reste avec votre corps. Vous avez relâché tous les soucis, vous avez relâché les grandes émotions comme la colère, la peur. Vous êtes bien ancré dans la respiration, dans votre corps et vous arrivez à détendre tout votre corps. Alors, naturellement, vous vous sentez bien
vous sentez la joie, le bonheur en vous. Je sais qu'il y a, pour la signification des mots, il y a, nous avons la compréhension des mots différemment. Certaines personnes, parce que dans les enseignements du Bouddha, la joie, quand la joie est bien profonde et paisible, dans un état très calme et paisible, cette joie devient le bonheur. Le bonheur est quelque chose qui est plus profond, plus calme et plus paisible. Ici, on ne s'attache pas aux mots parce qu'il y a eu des personnes qui me disaient que non, la signification des mots en anglais, c'est différent, c'est plutôt le contraire ou quelque chose comme ça. Bon, on ne s'attache pas aux mots. Ici, on comprend que au début, on ressent le bien-être, la joie, mais quand on maintient cet état de bien-être, de joie, à un moment, on arrive à un bien-être, à une joie encore plus profonde, plus calme, plus paisible. C'est encore plus profond. Alors, c'est toute une suite qui coule, une suite de pratiques qui coule naturellement, et c'est comme le résultat de ce que vous avez fait. Ce n'est pas en disant j'inspire, je me sens joyeux et puis je deviens joyeux. Non. Vous sentez cette sensation dans votre corps, dans votre esprit. Je regarde l'heure, il ne faut pas que j'oublie l'heure. 11h30. Je dois terminer à 11h30. Bon, je termine très rapidement. Il me reste 5 minutes. Je me souviens, dans des retraites, Thay nous disait souvent « il faut que je parle de la consommation en pleine conscience ». Et ce sujet est très important pour Thay parce que nous vivons dans une société de consommation et c'est quelque chose de très important. Et beaucoup d'amis nous disent souvent que c'est trop difficile de pratiquer la pleine conscience quand on vit dans cette société. Et pour vous dire très rapidement sur la consommation, nous consommons premièrement par notre bouche. Alors, c'est la nourriture comestible. Et puis ensuite, il y a la nourriture que nous absorbons par nos yeux, nos oreilles, notre nez. C'est la nourriture des impressions sensorielles, la nourriture des sens tout court, ou nourriture sensorielle. Et puis, une autre nourriture qui nous apporte beaucoup d'énergie, c'est la volition. Nourriture,
volition comme nourriture. C'est nos intentions, notre but. Et puis, conscience. Conscience comme nourriture. Et vous voyez que la nourriture comestible est une toute petite partie. Parce qu'on mange 3 repas par jour, en 24 heures. Bon, si on a plein de temps pour manger comme au village, si on prend 1 heure pour chaque repas, alors 3 heures pour la nourriture comestible et puis 21 heures qui restent, nous consommons avec nos yeux, nos pensées, la volition, la conscience. Et donc, les autres nourritures sont très, très, très importantes et nous consommons sans arrêt, sans le savoir. Et beaucoup d'amis nous disent que c'est très difficile de pratiquer la pleine conscience aujourd'hui parce que partout, on voit plein d'images, on entend plein de sons qui arrosent, qui arrosent nos graines de colère, d'avidité, nos graines qui ne nous permettent pas d'être heureux. Et on a l'impression qu'on est victime parce qu'on vit dans un monde comme ça. Parce qu'on est conditionné par l'environnement. Mais quand nous pratiquons ces exercices, nous offrons une nourriture très, très saine, très nourrissante pour notre corps et notre esprit. Et on est maître de situation. On n'est pas victime, on n'est pas conditionné. On ne se plaint plus que oui, parce que l'environnement, je vis dans tel ou tel environnement. Mais si on pratique ces exercices très simples, on se nourrit aussi d'une nourriture très, très enrichissante pour nos pensées, pour notre mental, pour notre corps, nos sensations. Vous savez, je suis devenue moniale en 1993 et j'ai entendu les enseignements de Thaï au moins 2 fois par semaine. Je ne sais plus combien de fois j'ai entendu Thaï parler de la pratique de la respiration consciente, combien la vie est précieuse, combien la respiration est précieuse. Mais c'est seulement quand Thaï est tombé malade que j'ai vraiment compris son enseignement. J'ai vraiment vu l'effet de la respiration consciente. Le fruit de cette pratique. Quand je suis devenue novice, j'ai entendu un moine nous enseigner « Il faut que vous pratiquiez la respiration consciente, non seulement avec votre mental, mais avec votre conscience profonde, avec votre alaya. Il faut que la pleine conscience devienne votre vie. Vous ne pratiquez pas seulement avec le mental. » Et je posais la question, mais comment on peut faire ça? Si on pratique avec son mental,
régulièrement, ça entre tous les jours dans notre conscience profonde. Et dans les rêves, on voit qu'on pratique la pleine conscience aussi. On pratique la respiration consciente dans le rêve. Et avant, on a entendu Tai parler de ses rêves. Dans ses rêves, il faisait la marche méditative. Dans ses rêves, il contemplait la beauté des feuilles de palmiers. Chaque fois que Tai marchait, je le voyais toujours marcher en pleine conscience. Et quand il était dans le coma, je voyais qu'il pratiquait aussi la respiration consciente. Son hémorragie était très, très sévère, très grave. Et les médecins, les neurologues nous disaient qu'il avait juste quelques jours. Mais il n'avait pas besoin, même avec une hémorragie très grave, il n'avait pas besoin d'appareil respiratoire. Il respirait lui-même. Et puis, comme la plupart des personnes qui ont eu un AVC, il a eu aussi une infection pulmonaire parce que quand vous êtes dans le coma, vous n'arrivez plus à avaler, toute cette partie ne fonctionne plus et donc et en même temps les poumons sécrètent beaucoup de muqueuses comme une réaction. Et donc, si ça entre dans les poumons, il y a une infection pulmonaire. Et la plupart, il y a plus de personnes qui sont décédées par cette infection pulmonaire que par l'AVC lui-même. Et Tai l'a eu aussi, et il était dans un centre de réanimation. Et il devait mettre un appareil de ventilation, mais juste pour une nuit. Et après cette nuit, si Tai survit, Tai survit. Sinon, il ne pouvait rien faire. Et pendant cette nuit, Tai continuait à respirer dans le coma, tranquillement. Et pendant cette période, je voyais que la respiration est quelque chose de le plus précieux. Et j'ai pensé à ma mère. Ce qu'elle fait qui me rend le plus heureux, c'est qu'elle respire. Si elle respire tranquillement, c'est le meilleur des mondes. C'est seulement dans des situations comme ça qu'on chérit la respiration, on chérit cette pratique et on voit vraiment l'effet. Cette pratique ne nous aide pas seulement à nous détendre, comme une pommade, une crème. Ça peut nous sauver la vie. Dans un accident, si quelqu'un que vous aimez le plus cher et qui tombe dans un accident, vous ne pouvez rien faire. Et si cette personne respire tranquillement, sans laisser la panique ou le stress envahir le corps et l'esprit, la personne peut traverser l'accident, peut être sauvée. Vous, à l'extérieur, vous ne pouvez rien faire. Les médecins, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est quelques aides, un soutien, mais c'est la personne qui fait tout le travail. Et c'est pour ça, quand je pense à ma mère, elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Si elle respire, je suis contente. Et puis je sais que si moi je respire correctement, elle est contente. Elle est rassurée. Alors si vous voulez prendre soin de vous-même,
Parfois, on dit que moi, ça va, moi, je suis OK. Mais si vous pensez à vos enfants, à vos parents, vous voulez vraiment prendre soin de vous-même parce que vous ne voulez pas qu'ils souffrent. Et le meilleur moyen de prendre soin de vous-même, c'est ça. Et c'est très simple, vous pouvez le faire. Et si quelqu'un que vous aimez, que vous chérissez, et si cette personne fait ça, vous êtes très content. Vous ne demandez rien d'autre. Et c'est le plus beau cadeau que Thaï nous offre pour nous et nos enfants et nos parents. Il a passé des années à nous enseigner ça.